puis on va commencer. Donc, pour ceux qui sont autour de cette salle et qui ne nous connaissent pas ou pas complètement, juste en 2 mots, NewDoc, notre métier, c'est qu'on est un intégrateur de solutions. On est spécialisé dans tout ce qui est gestion des impressions et du document, donc notamment tout ce qui est impression et capture intelligente. Et notre métier, c'est de sélectionner des solutions, d'apporter du service autour et d'accompagner nos partenaires revendeurs de tout type de profil pour proposer des solutions pertinentes, complètes à leurs clients. Donc, dans le cadre de notre mission, on va travailler sur un certain nombre de solutions. Celle qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est OptimiDoc Server et on va rentrer dans certains détails de cette solution. Et puis, juste auparavant, simplement pour vous dire que, comme je l'ai précisé un peu en introduction, on couvre une large gamme de solutions. Donc, tout notre métier, c'est de les choisir, de voir ce qui est pertinent par rapport au marché. Et ce que vous pouvez voir sur le portefeuille de solutions qu'on a actuellement, il y a 4 solutions qui ont un petit icône nouveau qui viennent d'arriver. Et si vous regardez bien à côté, on a mis des petits serveurs pour les solutions on-premise et des petits nuages pour les solutions cloud. Et vous voyez que ces 4 nouvelles solutions ont une orientation cloud. L'objectif derrière ça, c'est de transformer un peu notre manière de trouver, de vendre des solutions, mais aussi les services qui sont associés, et d'adresser un marché qui est de plus en plus orienté chez nos clients finaux et chez vos clients finaux, qui sont plus orientés sur des technologies cloud. C'est vraiment le motto aujourd'hui, le leitmotiv de NewDoc, c'est dans le développement, on continue bien sûr l'on-premise, mais surtout de voir comment on s'intègre dans cette transformation numérique des clients et dans cet environnement cloud. Alors pourquoi, peut-être en quelques mots rapides, pourquoi le cloud? Alors attendez, j'ai un petit post de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me dit, y a-t-il un problème avec Zoom? Je vais lui répondre que non. Apparemment, je pense que mes autres interlocuteurs autour, les autres interlocuteurs me disent que ça fonctionne. Voilà. Donc excusez-moi, je réponds juste à une personne qui a un petit problème. Voilà, en fait, j'avais oublié de mettre la salle d'attente en acceptation directe, voilà, après le déclenchement, donc c'est pour ça qu'ils étaient en attente. Voilà. Excusez-moi de cette petite interruption. Donc, ce que je disais, donc pourquoi allons vers le cloud? La première chose, c'est que c'est un marché qui est en forte croissance. Si on regarde tout ce dont les clients s'équipent, alors quelle que soit la taille du client, un petit, gros, moyen, tous les clients s'orientent vers des architectures cloud. Moi, je me suis mis quelques indicateurs parce que c'est dur de suivre l'ensemble du marché. Les indicateurs qui m'intéressent, j'ai pris par exemple Office 365 qui est quand même un nœud pour nous chez l'ensemble de nos clients. C'est comme le bon point de repère pour savoir s'ils migrent ou pas. Microsoft annonce en 2019 200 millions d'utilisateurs, des croissances annuelles de 20%. Donc 2020, on peut espérer 240 millions d'utilisateurs dans le monde professionnel, pas dans le monde grand public bien sûr, dans le monde professionnel dans le monde. On n'a pas de chiffre français, mais c'est quand même un indicateur qui est dans tous les grands pays. Deuxième petit chiffre que j'essaie de suivre, c'est la partie Chromebook, parce que je n'ai pas trouvé vraiment de chiffre sur les abonnements Google Suite. Globalement, en France, l'année dernière, 20% de croissance dans les ventes d'appareils Chromebook. Donc, sous-entendu que les gens s'orientent aussi vers du Google Suite derrière, dans le monde professionnel toujours. Alors, c'est un marché qui est tiré par l'éducation, par les pays du Nord et par l'Espagne. Mais on voit émerger en France de plus en plus de demandes clients autour de l'environnement Google Suite, donc, qui sont des points de repère quand même assez récents. Donc, premier intérêt pour nous, c'est que nos clients vont dans le cloud de manière assez rapide maintenant et l'adhésion va faire, à mon avis, que de croître au travers des années. Donc ça, c'est le premier bonne raison. Donc, on a un marché à notre portée de main qu'on doit pouvoir adresser. La deuxième chose qui est importante, là, je l'ai pris sur la partie mobilité. La partie mobilité, donc les besoins de mobilité croissent. Alors, on pourrait prendre la dématérialisation, la sécurité. Donc, il y a pas mal de sujets. J'en ai pris un parce qu'il fallait en prendre un. Et la mobilité, ce que je trouve intéressante, c'est qu'on annonce des croissances de 9% par an. On constate bien sûr que les gens sont de plus en plus mobiles. Par contre, ce qu'on constate surtout, c'est que cette croissance, elle est tirée par les services et par la partie logicielle. C'est-à-dire qu'on va continuer, ce sera toujours important que les constructeurs, notamment, aient des équipements pertinents, des tablettes, des portables, enfin tous les outils qui vont faire qu'on soit mobile. Mais par contre, ce qui va tirer la croissance, c'est tous les outils logiciels qui vont permettre d'apporter du service à l'utilisateur et qui vont permettre aussi au DSI de déployer ça correctement. Donc ça, c'est vraiment un sujet intéressant, c'est qu'il faut vraiment aussi penser à la partie logicielle quand on pense à la partie croissance dans le monde du cloud.
Le troisième point qui va être favorisant pour nous, c'est que le modèle du cloud, c'est un modèle d'externalisation. Donc, en gros, c'est des clients qui se disent, moi, je peux plus tout gérer tout seul et j'ai un bon moyen, c'est de faire gérer ça par des experts à l'extérieur. Donc, ma partie matérielle à la fois, hein, mes serveurs, mes PC, mes multifonctions, etc., mes logiciels aussi, je vais essayer d'en déléguer un maximum. Donc, tous les outils dont je n'ai pas de valeur ajoutée dessus, je vais plutôt demander à un prestataire de me gérer tout ça. Donc, sur le principe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client espère aussi réduire ses coûts d'exploitation, parce que s'il n'a plus à gérer ses changements de matériel, notamment sur la partie PC et serveur, enfin surtout serveur, ses mises à jour de logiciels, son suivi de logiciels, ses fixes de sécurité, etc., et ben, ça va lui réduire globalement son coût d'exploitation. Donc, c'est un premier intérêt pour lui. Le deuxième gros intérêt, c'est surtout d'avoir une visibilité sur ses coûts. C'est-à-dire que quand on passe dans du cloud et quand on passe sur un mode abonnement, eh bien, on sait assez précisément définir les coûts de chacun des postes. Et si par exemple vous embauchez un nouvel utilisateur, eh bien, vous savez les coûts associés aux outils que vous fournissez à ce nouvel utilisateur. Donc, cette notion de lisibilité va être aussi très intéressante pour les clients. C'est pour ça que le modèle cloud est un modèle sur lequel les gens adhèrent de plus en plus. Enfin, et ça va être un des sujets d'Optimidoc Server, c'est que tout le monde ne migre pas du cloud du jour au lendemain. Ça se fait généralement par étapes, hein, par phase. Et il y a encore un grand nombre de clients qui ont besoin de solutions on-premise, mais ils ont besoin de solutions on-premise qui le permettent de vivre et de gérer cette migration vers le cloud. Donc, il faut aussi intégrer le fait que même si le cloud est un marché porteur et qu'il faut avoir des solutions 100% cloud, il faut aussi avoir des solutions d'accompagnement qui sont en mode hybride. Donc, partant de tout ça, alors j'ai fait une petite faute d'orthographe là-haut, je vois, il faudra que je la corrige. Pourquoi partir sur une solution comme Optimidoc Server? À quoi ce type de solution peut intéresser nos clients dans cet environnement? Le premier point pour moi, c'est une notion de gain de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que ce soit simple, facile et efficace pour un utilisateur de pouvoir imprimer, numériser sans trop se poser de questions et surtout quand ces environnements changent. Hein, on parle beaucoup là de migration dans le cloud. Donc, quand les gens commencent à gérer leurs documents différemment, comment on fait pour que ce soit simple pour eux qu'ils puissent les imprimer et numériser, donc qu'ils ne perdent pas de temps, qu'ils soient très efficaces dans leur quotidien. Donc, ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, cette arrivée du cloud change le mode de travail hein, chez les clients. On essaie de travailler de plus en plus dans un mode dit collaboratif. Excusez-moi, j'ai un petit message à mon écran, mais ce n'est pas très grave. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas eu de perturbation de votre côté. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'être de plus en plus en mode collaboratif où les gens vont échanger les uns avec les autres dans une même société ou à l'extérieur de société. Donc, si vous prenez un acteur comme Microsoft 365, eh ben, ce qu'il met en place aujourd'hui et de manière assez intensive, hein, c'est l'outil Teams, par exemple, eh ben, qui permet aux différents collaborateurs de communiquer. Maintenant, la question, nous, en tant que fournisseurs de services d'impression et de numérisation, comment on fait pour leur faciliter la vie de la même manière? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Donc, ça, c'est un sujet qu'on va pouvoir adresser avec Optimidoc Server. Enfin, ça va sans le dire, ça va mieux en le disant. Un des points clés aujourd'hui, c'est la sécurité. Donc, cet outil va permettre aussi de bien gérer la partie utilisateur et puis accès aux documents. Hein, c'est-à-dire que si vous mettez un processus, par exemple, de dématérialisation de documents, eh ben, comment faire pour qu'il n'y ait que les personnes autorisées qui puissent y accéder? Donc, ça, c'est un des sujets de la sécurité, mais ça englobe la sécurité globale de la solution. Et puis aussi, on le verra, faciliter la mobilité des utilisateurs. Donc, l'idée, c'est de se dire, ces utilisateurs qui travaillent de manière nomade, que la solution soit bien conçue pour eux. Donc, ça va être un sujet d'être capable de bien, à la fois quand ils ont des outils mobiles, mais à la fois quand ils ont des infrastructures mobiles, comme des Office 365, de bien savoir s'intégrer avec. Donc, ça, c'est la première la chose importante. Enfin, et c'est quand même le sujet, c'est d'être capable de s'intégrer à la fois dans les bons environnements. Donc, c'est-à-dire, si je veux m'intégrer avec Office 365, non seulement il faut que ça fonctionne, c'est le premier sujet, mais aussi il faut que ça fonctionne simplement. Donc, comment je peux faire pour m'intégrer techniquement facilement avec ces infrastructures? Et c'est une des raisons de notre choix d'Optimidoc Cloud. Pour ceux qui nous connaissent un peu autour de cette réunion virtuelle, on a comme critère de choix de nos solutions, déjà qu'elles fonctionnent, c'est quand même le point important. Et un des critères importants, c'est qu'on a une facilité d'administration, d'installation, de configuration de ces solutions.
Parce que généralement, ni vous, ni nous, ni nos clients d'ailleurs, ne veulent investir énormément de temps pour gérer des solutions complexes. Donc, il faut absolument qu'on leur trouve des solutions simples. Et alors, je ne vous ferai pas de démonstration technique de la solution aujourd'hui, mais croyez-moi sur parole, c'est une des solutions que j'ai trouvées sur le marché qui sont parmi les plus simples à prendre en main et à rapidement apprivoiser pour arriver à mettre en place. Puis après, bien sûr, on peut développer de l'expertise si on peut développer de l'expertise. Enfin, le dernier sujet, c'est que la solution va, au-delà de porter toutes ces fonctionnalités sur un client, lui permettre de maîtriser, de contrôler tout ça. Donc, pareil, on va l'aborder dans la présentation, mais l'idée, ce n'est pas que de donner du fonctionnel aux utilisateurs, c'est être capable de contrôler et mesurer ce fonctionnel pour être capable derrière de piloter son activité, voire de sécuriser son activité si on veut faire de la traçabilité. Donc, globalement, c'est ce que je vous mets à l'écran là, c'est un peu les points clés de discussion avec un client pour faire des découvertes de projets et puis pour positionner la solution si vous avez besoin de travailler sur un projet avec un client. Alors, pourquoi OptimiDoc Server se distingue-t-il du marché? Et pourquoi nous, on l'a choisi aussi? C'est un des critères importants. La première chose, c'est que c'est vraiment une solution donc, qui, elle, va être on-premise, qu'on installe chez le client sur ses serveurs ou sur son serveur, et qui va permettre de communiquer aussi bien et aussi facilement avec une infrastructure cloud qu'avec une infrastructure on-premise, qui va s'installer globalement très facilement et qui va permettre aux utilisateurs d'accéder à ces ressources de manière extrêmement homogène, extrêmement facile, quitte à ce qu'un client puisse migrer de l'un à l'autre et de laisser un certain nombre de transparence à ses utilisateurs sans qu'ils aient besoin de se reformer ou de se réhabituer à comment fonctionne la structure. Donc, ça peut très bien adresser un client qui n'est pas encore migré dans le cloud, mais qui va y migrer. Nous, on a quelques projets, par exemple, quand on initie, on sait que le client est full on-premise, mais qui va migrer Office 365 dans les 6 mois, 8 mois, 10 mois, 15 mois. Donc, ça lui permet de lui proposer une solution qui sera 100% on-premise, mais qui va l'aider à migrer dans son environnement cloud. Et qu'il n'ait pas des efforts à faire ou des efforts trop importants ou à changer de solution 6 mois après. Donc ça va être vraiment la proposition de valeur d'OptimiDoc. Et enfin, je le répète et je réinsiste par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'au-delà de ça, ça va vraiment permettre de piloter l'ensemble des choses, et notamment d'un point de vue suivi et reporting, d'avoir des choses à la fois simples à mettre en œuvre et assez efficaces. Rapidement, comment ça marche? Le concept de la solution est basé sur un modèle de connecteur. C'est-à-dire quand on installe le serveur, on peut créer autant de connecteurs qu'on veut. Et ces connecteurs, ils permettent quoi? Ils permettent de se connecter à un environnement particulier. Donc, on peut avoir un connecteur qui permet de gérer du Google Drive, soit un connecteur d'impression, soit un connecteur de numérisation, l'un ou l'autre ou les deux. Et puis, pareil pour tous les environnements. Ce qui fait que la solution, globalement, ça va être un gros entonnoir. On va pouvoir accéder à la solution. Et cette solution va, avec ses connecteurs, pouvoir, pour un même utilisateur ou pour un même FP ou pour un même poste de travail, accéder à l'ensemble des ressources à travers l'ensemble de ces connecteurs. Ce qui va aussi faciliter la vie des administrateurs, parce que la personne qui est spécialisée Office 365, par exemple, il suffit qu'elle sache utiliser les connecteurs Office 365 et ça fonctionne parfaitement. Sachant que tous ces connecteurs sont livrés avec la solution. Ce n'est pas des connecteurs optionnels, c'est quand vous avez la solution, de facto, vous pouvez adresser tous les environnements qui ont été prévus par OptimiDoc. Donc ça, c'est le côté méthode qu'ils ont trouvé pour être extrêmement simple, extrêmement pertinent dans la partie intégration on-premise et cloud. Alors, rentrons un peu plus dans les détails. On va commencer par la partie gestion des utilisateurs et authentification, parce que c'est quand même le nœud de ce type de solution. Donc, assez rapidement, la solution en termes d'utilisateurs, on va synchroniser avec les grands environnements des clients, que ce soit leur Active Directory, leur annuaire LDAP, qu'ils en aient une ou plusieurs, peu importe. Et puis, pour ceux qui n'auraient pas d'annuaire Active Directory ou LDAP, parce qu'un outil comme ça peut aussi s'adresser à des très petites structures, on pourrait très bien créer des utilisateurs en interne, avoir une base d'utilisateurs interne, et ça se gérerait de la même manière que si on avait un annuaire. Donc, on va classiquement, comme on le fait avec ce genre de solution, récupérer toutes les infos de l'utilisateur, son mail, son nom, etc., les groupes d'appartenance qui sont nécessaires au fonctionnement de la solution. Et puis, une fois qu'on aura tous ces utilisateurs, ils pourront bien sûr utiliser la solution. On pourra gérer leurs droits, c'est-à-dire qu'on saura que tel groupe, par exemple, les admins, les autres sont users. On aura que ce groupe-là s'est adressé tel workflow et pas tel autre workflow, etc., etc. Donc, on va pouvoir finement, comme ça, gérer l'ensemble des droits sur l'ensemble des connecteurs, sur l'ensemble des fonctionnalités de la solution par rapport à cette base d'utilisateurs. Enfin, parce qu'un des sujets qui nous intéresse, c'est comment ça fonctionne autour de l'environnement des multifonctions. Quand l'utilisateur, il faudra qu'il s'identifie sur le multifonction.
Il aura classiquement des fonctions d'authentification par code ou par badge. Et quand on dit par badge, maintenant, les lecteurs de badge pouvant être aussi des lecteurs dits BLE ou NFC, on pourra aller jusqu'à de l'authentification par smartphone directement avec un système de badge. Et puis, ou de téléphone, pardon. Et en plus, OptimiDoc fournit une application mobile. Et cette application mobile, elle permet quoi? Eh ben, elle permet entre autres de s'authentifier directement avec son téléphone, mais sans ces technologies BLE ou NFC. C'est-à-dire que globalement, si votre téléphone est connecté au Wi-Fi de l'entreprise, il suffit de lancer l'appli, vous avez votre liste de MFP, donc soit vous les piochez dans la liste, vous cliquez sur le petit cadenas et ça la débloque, soit vous allez lire un QR code qu'on aura collé sur la machine, on reconnaîtra la machine, on pourra identifier l'utilisateur. L'utilisateur s'étant préalablement, bien sûr, identifié dans sa petite application de téléphone. Donc ça peut permettre une facilité aussi d'usage, c'est-à-dire que souvent des gens qui vont arriver devant un multifonction, quand ils sont 2-3 mètres avant le multifonction, ils peuvent déjà déclencher l'authentification avec leur téléphone, et quand ils arrivent devant le multifonction il est prêt à être utilisé. Puis s'ils n'ont pas leur badge, si on ne veut pas déployer du code, etc., ça reste aussi un bon moyen d'avoir un moyen d'authentification simple dans la poche de tous les utilisateurs qu'on n'a pas besoin de réinventer, entre guillemets, sans mettre de technologie très complexe en place. Et puis enfin, alors juste pour information, on peut avoir deux modes d'authentification d'OptimiDoc. Soit on s'authentifie dans l'application, en gros, vous avez un bouton sur le panneau de contrôle, vous appuyez dessus, vous rentrez votre code, votre mot de passe, et puis vous pouvez être authentifié. D'accord? Votre code, votre nom de compte, votre mot de passe, ou alors vous rentrez votre code utilisateur si vous avez votre code utilisateur. Donc ça, c'est un moyen très simple pour une infrastructure, une petite infrastructure qui aurait juste besoin, par exemple, des fonctions de numérisation et qui voudrait s'authentifier directement sur l'application sans avoir à mettre de système lourd en place. Et puis, si vous voulez des authentifications plus complètes, ce qui est classiquement le cas avec ce type de solution, on peut avoir des authentifications au niveau de l'équipement. Et là, on supporte toutes les authentifications que je vous ai listées avec du code, du badge de l'application mobile. Donc voilà, donc là on a nos utilisateurs et ils savent utiliser et s'identifier sur la solution. Maintenant, alors là c'était juste la fin de la petite présentation de l'application mobile. Si on regarde la partie impression, comment on fait pour pouvoir travailler dans un environnement hybride? Eh ben, typiquement, on va travailler de manière un peu classique quand on va être sur du on-premise, c'est-à-dire qu'on va avoir un serveur d'impression en gros sur lequel on installe OptimiDoc Cloud. Pour les gens un peu plus techniques autour de la salle, OptimiDoc Cloud intègre aussi son propre spooler. Donc, ça veut dire qu'on peut soit utiliser le serveur d'impression pour déployer le driver, et le serveur d'impression renvoie les spools OptimiDoc, soit on peut directement, depuis un driver sur le poste de travail, envoyer directement les spools au serveur. Ça, c'est une petite parenthèse pour les gens un peu plus techniques. Mais sachant que on va pouvoir gérer de l'impression directe, bien sûr, mais l'intérêt, c'est surtout de gérer l'impression sécurisée. Donc ça, c'est ce que vous connaissez classiquement. J'imprime, c'est stocké sur le serveur, je vais sur mon MFP, je m'identifie, je récupère mon job. Ce qu'on saura faire en plus avec OptimiDoc Server, c'est si vous avez par exemple des sites distants avec des petits liens réseau, et ben cette partie mise en rétention du job, plutôt que de l'envoyer sur un serveur, on pourra l'envoyer sur un poste local. Donc sur les sites distants, soit on a un serveur, on peut retenir le job sur le serveur, soit c'est un petit site où on a peu d'utilisateurs, et dans ce cas-là, on pourra faire de la rétention directement sur le poste client, et on ira libérer sur sa machine directement. La machine ira chercher le job, bien sûr, sur le poste client. Donc ça, on va combiner en fait dans OptimiDoc cette infrastructure on-premise, plutôt traditionnelle, allons dire, à une infrastructure d'espace partagé. C'est-à-dire l'espace partagé, ça veut dire quoi? Et c'est là qu'un système un peu disruptif avec OptimiDoc, c'est en fait que je vais prendre mes documents, je les dépose dans mon espace partagé, et quand je dis document, c'est le Word, le PowerPoint, le PDF. Je dépose simplement mon document. Donc, si je suis en environnement cloud, par exemple dans OneDrive for Business, si je suis dans un environnement on-premise, par exemple sur un partage réseau. Et qu'est-ce que va pouvoir faire le multifonction? Eh bien, le multifonction va pouvoir aller scruter le partage, lister les documents et récupérer le document. Et c'est OptimiDoc qui va convertir le document pour qu'il soit imprimable directement sur l'équipement. Donc là, on est un peu disruptif parce qu'on va changer la méthode de travail des gens. On ne va plus leur demander de dire « j'ouvre mon fichier, je fais fichier imprimé ». On va simplement dire travaille dans tes espaces de fichiers comme tu fais d'habitude quand tu es sur ton PC. Et puis, quand tu seras sur ton imprimante, tu feras comme sur ton PC, tu iras te balader dans tes espaces de stockage et t'imprimer. Et ça c'est un mode qui fonctionne très bien, typiquement pour les gens qui ont migré sur du cloud et qui gèrent leurs fichiers sur du SharePoint Online, par exemple, ou de l'Office 365, ou des gens qui sont du Google Drive ou du Dropbox, etc. Parce qu'ils ont une simplicité de gérer leurs documents et ils ont une facilité de classer leurs documents comme ça.
Donc ça, c'est la partie, forte partie disruptive de l'impression sur la partie OptimiDoc Server. Rapidement, ça fonctionne comment? Donc là, je vous ai donné quelques exemples. Bon, on arrive devant un multifonction, on rentre son PIN code, son badge, on se connecte. On va arriver sur une partie de tous les documents en attente. Donc les documents en attente, c'est là de l'impression traditionnelle qu'on aura fait, qui sont stockés sur le serveur ou le poste de travail. L'utilisateur pourra les choisir. Il pourra prévisualiser son document s'il veut prévisualiser son document pour voir si c'est le bon qu'il a imprimé, par exemple. Il pourra en choisir plusieurs s'il veut en choisir plusieurs. Il pourra toucher choisir s'il veut toucher choisir. Il pourra faire quelques actions de finition comme changer la couleur, le recto verso, des choses comme ça. Une fois qu'il est prêt, il lance l'impression et ses documents s'impriment. Donc ça, méthode un peu traditionnelle d'imprimer qu'on retrouve au niveau d'OptimiDoc. L'autre petite particularité dans OptimiDoc, c'est qu'on va stocker, ou pas, hein, ça dépendra de ce que fera l'administrateur, mais par défaut, on pourra dire tout document imprimé reste stocké pendant une durée déterminée, un jour, 2 jours, 3 jours, à définir. Et ça veut dire que si l'utilisateur a besoin de rééditer son document, il n'a pas besoin de relancer son document. Il peut aller le récupérer directement. Donc ça, c'est la fonction de retenue d'un document après impression. Enfin, et c'est là que ça devient original, c'est si je veux aller récupérer un document dans un espace partagé, eh bien, il suffit que je me connecte dans cet espace partagé. Donc, vous avez vu, hein, tous les petits rectangles que j'ai au-dessus, c'est différents espaces partagés que j'ai mis à la disposition de l'utilisateur pour imprimer. Donc, moi, forcément, j'en ai mis beaucoup. Après, ça peut être plus limité ou plus étendu suivant les types de clients. Là, je vais attaquer du OneDrive for Business, mais ça aurait pu être un partage réseau, ça aurait pu être un SharePoint Online, ce serait exactement la même chose, hein, la même présentation. Donc moi, ce que je me suis fait typiquement, c'est que je me suis fait un petit répertoire dans mon OneDrive for Business qui est imprimé. Dès que j'ai un document que je veux imprimer, je le mets dedans. Et puis quand je passe à côté d'un multifonction, je peux aller chercher mes documents directement. Et puis si besoin était, si j'avais besoin d'aller imprimer un document précisément que j'avais stocké avant, je peux aller me balader dans mes répertoires et chercher ce document. Donc principe de parcours assez traditionnel. Je vais chercher mon document, et même principe qu'avant, je vais pouvoir le sélectionner. Donc, j'en sélectionne un ou plusieurs, et puis après, je vais imprimer. Donc, je vais aller un peu vite. Donc, vous voyez l'intérêt, c'est que là, l'utilisateur, il a pu faire ouvrir mon fichier, imprimer, potentiellement changer ses paramètres d'impression, l'envoyer à l'impression, aller au multifonction, le récupérer. Là, globalement, il arrive au multifonction, il accède à ses ressources et il imprime ce qu'il a envie quand il a envie. On pourra aussi avoir une application mobile qui permettra d'imprimer. Donc, globalement, hein, on lance l'application, on s'authentifie dessus. J'ai passé un peu l'étape d'authentification. Pareil, on pourra prévisualiser son document si c'est nécessaire, hein, ce n'est pas obligatoire. Et puis, on pourra changer ses paramètres d'impression et on pourra lancer l'impression directement depuis le multifonction, soit en le piochant dans une liste, soit en scannant le QR code que vous voyez au-dessus. Quand on lance ça, ça ouvre l'appareil photo, on scanne le QR code qu'on aura collé préalablement sur l'équipement et hop, on va lancer son impression. Donc, moyen assez large pour soumettre ses impressions, pour s'adapter à tout type de client. Et puis pour dernier moyen d'impression, c'est l'impression par email, donc qui va concerner principalement tous les utilisateurs mobiles. Donc, dans OptimiDoc, on peut soumettre un mail avec des pièces jointes. OptimiDoc reçoit le document. En fonction de l'expéditeur, s'il est dans la base utilisateur, on va le mettre le job en rétention, le corps du mail et les pièces jointes, et l'utilisateur peut aller s'identifier pour récupérer. Si on l'a configuré et que l'utilisateur n'est pas connu, et l'utilisateur, donc un de vos invités par exemple, reçoit un code et avec ce code, il va à l'imprimante et il peut imprimer derrière. Le côté intéressant d'OptimiDoc, c'est qu'il intègre la partie moteur de composition, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer un Microsoft Office, un OpenOffice, un LibreOffice ou quoi d'autre. C'est OptimiDoc qui a de base la capacité de transformer les documents bureautiques en documents prêts à imprimer. Donc ça aussi, ça simplifie grandement la mise en œuvre et l'exploitation de la solution. Enfin, pour la partie impression, un certain nombre de règles qui ont été mises en place. Alors, c'est assez pragmatique, les règles d'impression d'OptimiDoc. C'est vraiment pour contrôler les fondamentaux de l'impression. Donc, on pourra faire tout ce qui est transformation en noir et blanc, recto verso, bien sûr, redirection d'imprimante, annulation d'une opération. Donc ça, c'est des choses classiques qui vont être mises dedans. Avec de la notification par email, il n'y a pas de pop-up sur les postes de travail dans OptimiDoc. C'est de la notification par email. Alors après, on peut utiliser le client d'email pour faire des pop-up si c'est nécessaire. Et puis, on pourra faire aussi un peu d'archivage de documents. Donc, si vous voulez archiver des documents, on pourra les archiver avec les règles d'impression. Donc ça, c'est pour les manipulations qu'on peut faire sur les documents.
Et en termes de conditions dans ces règles d'impression, vous avez les grands classiques, hein, en fonction de l'utilisateur, du service, etc. On pourrait même le faire en fonction des identifiants, des codes de badge ou des codes d'utilisateur. Pour l'instant, je n'ai pas eu de cas d'école encore. Et globalement, vous allez pouvoir conditionner ça en fonction de l'utilisateur ou des périphériques. Et il y a des petites choses un peu originales, parce que dans OptimiDoc serveur, il n'y a pas de notion de quota dedans, donc ce n'est pas un outil fait pour les écoles. Et globalement, on a quand même des clients dans le monde privé ou public qui ont besoin de contrôler un peu la couleur. Et ce qu'on pourra faire en OptimiDoc, par exemple, c'est dire à partir de la consommation actuelle, donc la consommation actuelle, c'est le mois courant, si l'utilisateur a fait plus de 100 pages, on estime que je lui ferai faire que 100 pages par mois. S'il fait ces 100 pages, automatiquement, on va convertir en noir et blanc ces documents. Ce qui va permettre comme ça d'avoir des outils un peu sympas pour maîtriser un peu la couleur, notamment, mais ça pourrait être le recto verso et autres, par rapport aux utilisateurs, sans avoir de quota intégré dans la solution. Donc voilà, j'étais un peu rapide, mais c'était pour vous brosser un peu sur le côté impression. Pour moi, le vrai sujet disruptif dans l'impression, c'est accéder à des ressources partagées locales ou distance, un cloud, et être capable d'imprimer depuis ces ressources distance. Donc ça, c'est vraiment la grosse différence d'OptimiDoc. On va passer dans un autre sujet, qui est le sujet de capture des impressions et qui a été aussi un des points clés, nous, de choix de la solution. Et vous allez le voir, c'est que la capture d'OptimiDoc, c'est une vraie solution de capture de documents complète qui va permettre d'adresser un grand nombre de besoins clients. La première chose, c'est que, alors, on l'a vu un peu au préalable, on va adresser un grand nombre de destinations, cloud et on-premise. Je ne vais pas revenir dessus. Ce qu'on saura faire en plus, c'est lancer des scripts. C'est-à-dire quand on aura fini de traiter notre document, si besoin d'avoir un traitement particulier ou que les destinations là ne sont pas suffisantes, on pourra imaginer avoir des scripts qu'on pourra lancer pour personnaliser un peu ces destinations. Par contre, ce qui va être surtout pertinent, ça va être qu'on va avoir des sources multiples. Bien sûr, beaucoup de gens numérisent des documents depuis leur MFP, mais aujourd'hui, il y a des besoins un peu divers qui arrivent sur le marché, avec la digitalisation notamment. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des gens qui soumettent des documents à numériser ou à capturer directement depuis leur navigateur, et le traitement se fera derrière en tâche de fond. Ça peut être par exemple pour des gens qui sont passés sur du Chromebook et aujourd'hui qui n'ont pas vraiment un PC complet, pouvoir travailler directement depuis son navigateur pour faire un certain nombre de tâches, ça peut être pas mal. Ou pour des gens qui ont des outils RDS webifiés, ça peut être aussi des choses assez sympas parce que les clients vont plus vouloir installer le client lourd sur les postes de travail ou sur les environnements virtualisés. Du coup, pouvoir travailler avec un navigateur, c'est un vrai plus quand on a une solution de capture. Le classique hot folder pour aller récupérer des documents dans des dossiers partagés pour pouvoir faire du traitement derrière, quand on regroupe comme ça, quand on reçoit potentiellement un document déjà au format électronique pour mettre dans un dossier, voire pour vous, pour supporter une machine qui ferait simplement de l'envoi vers du dossier et qu'OptimiDoc pourrait récupérer l'information derrière. De la scrutation de boîte mail et d'une application mobile aussi pour pouvoir numériser depuis une application mobile. Donc, vous voyez déjà une grosse différence d'OptimiDoc par rapport à d'autres solutions du marché. C'est que non seulement on a de la destination mixte, mais on a aussi de la capture qui sont assez larges pour couvrir un grand nombre de besoins clients. Donc, une fois qu'on s'est capturé d'un côté, qu'on s'est envoyé de l'autre côté, qu'est-ce qui peut se passer entre les deux? Alors, juste avant, je vais vous faire un petit cas d'usage de numérisation, on va dire ce que moi j'appelle la numérisation bureautique rapide. Quand vous vouliez numériser un document et l'envoyer dans un espace partagé, je continue, moi, dans le cas d'école, à travailler avec mon OneDrive for Business. J'arrive devant mon MFP, pareil, je me log. Je vais arriver devant l'ensemble des workflows que j'aurais définis. Donc, moi, il y en a un, c'est envoi vers OneDrive for Business. Donc, je clique dessus. Je vais pouvoir potentiellement, comme là, j'ai donné de la numérisation pour l'utilisateur. Donc, l'utilisateur a le choix de changer ses paramètres de numérisation s'il souhaite les changer. Et puis, derrière, on va appliquer ça. On pourrait aussi en forcer certains par défaut. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de constructeurs, par exemple, qui ont des produits de numérisation qui font du recto verso une passe. Donc, généralement, on va encourager le recto verso. Donc, on va mettre du recto verso par défaut pour tous les utilisateurs. Comme ça, il n'aura pas besoin de le changer quand il aura besoin de le faire. Donc, on peut fixer par défaut, on peut laisser l'utilisateur libre de ce qu'il veut faire. Et puis derrière, surtout, ce qui va être intéressant, c'est d'aller parcourir mon espace de stockage pour aller récupérer. Donc, moi, dans mon OneDrive for Business, comme je me suis fait mon petit A imprimé, je me suis fait mon petit A numérisé qui est mon fourre-tout. Quand je veux numériser quelque chose rapidement, et puis si je sais exactement où je veux le mettre, je peux aller le mettre directement dans le répertoire de mon choix. Et une fois que le répertoire est choisi, on fait scan et puis ça scanne. Voilà. Donc après, rien de magique. On fait de la numérisation standard. Le côté magique, c'est que je peux me balader dans n'importe quel espace de stockage configuré
pour aller envoyer mes documents. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent, par exemple, avec des courtiers d'assurance. Les courtiers d'assurance travaillent souvent sur du document dans des espaces partagés qui sont des serveurs de fichiers, avec des répertoires qui sont le nom de leurs clients, des sous-répertoires qui sont les numéros de contrat ou les sinistres, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de courtiers d'assurance aujourd'hui qui travaillent par un système de serveurs de fichiers pour pouvoir classer leurs documents et leurs documents clients. Et là, vous voyez, avec une solution comme OptimiDoc, eh ben, on pourra aller scruter les répertoires partagés de leurs clients. Ils pourront facilement numériser les documents à l'intérieur et ils pourront facilement réimprimer un document si tant est qu'ils aient besoin de l'imprimer. On aura vraiment la capacité de leur fournir un outil où ils n'auront pas besoin du PC pour faire un certain nombre d'actes de gestion de leurs documents. Ils pourront tout faire depuis l'écran de leur MFA. Donc ça, c'était pour la numérisation que je vais appeler simple du quotidien sur le multifonction. Maintenant, on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec OptimiDoc Server, c'est-à-dire qu'on va permettre un peu ce que j'ai montré là de la saisie d'informations au panneau de contrôle du MFP. Donc, on pourra fixer les paramètres de numérisation, donc la résolution, le format A4, A3, etc. Si vous voulez faire de l'assemblage, du scan qui est mixte entre la glace et l'ADF. Donc, tout un tas de paramètres que vous pouvez paramétrer par défaut ou laisser libre de choix à l'utilisateur. On va pouvoir saisir des données au MFP. Alors, c'est des données texte, l'utilisateur tape avec un clavier. Ça peut être une liste déroulante. Ça peut être accéder à des petites bases de données au format CSV XML. Si, par exemple, vous voulez faire une recherche d'un numéro de client par rapport au nom du client, donc l'utilisateur tape le nom du client, on récupère le numéro de client derrière. Donc, tout un tas de champs de saisie comme ça qu'on va pouvoir faire directement sur le panneau du MFP. S'appuyer sur des variables système, donc la date du jour, le nom de l'utilisateur, le nom de la machine, etc. Faire du traitement d'image. Donc ça, c'est important dans ce type de solution d'être capable, quand on a numérisé ou récupéré un document, de le redresser, de nettoyer le fond, etc., etc. Donc, il y a un moteur de reconnaissance d'image et de traitement d'image intégré. On va pouvoir, et ça, c'est le gros nœud, pareil, de ces solutions, c'est de traiter de l'OCR et de la reconnaissance de code barre. Donc, soit de l'OCR pleine page pour convertir le document, soit de la reconnaissance de code barre pour extraire des données du code barre, ou pour se servir du code barre comme page de séparation, ou les deux d'ailleurs. Et puis faire de la zone OCR, donc on va pouvoir définir des zones qui seront soit des zones de texte, soit des zones de code barre, sur lesquelles on va pouvoir extraire les données. Et on pourra en plus appliquer des filtres type expression régulière pour être capable de retirer des informations d'une zone. Par exemple, le cas classique, c'est le numéro de SIRET. Le numéro de SIRET, si j'ai bonne mémoire, c'est un numéro de 13 chiffres qui se suit. Donc, on va chercher dans une zone et on cherchera une chaîne de caractères qui a 13 chiffres consécutifs. Et ça permet comme ça d'extraire un numéro de SIRET d'un document. Donc, une fonction assez puissante d'OCR et de zone OCR incluant les codes barres. La capacité de faire de la séparation par lot, en fonction du code barre, d'une zone de texte ou classiquement du nombre de pages ou de pages blanches. La conversion de format, qui est assez riche. On va faire du PDF, bien sûr, classiquement, mais aussi tous les formats Office, ou voir du texte, pour être capable d'avoir des documents finis à l'arrivée avec conservation de la mise en forme. Des fichiers de métadonnées, si vous voulez envoyer tous ces documents à un outil client qui va récupérer tout ça pour être capable de le réinjecter dans son SAP, sa gestion co ou je sais quoi, on va produire un document avec des fichiers avec des métadonnées à côté. Et enfin, chose assez sympathique, c'est qu'on pourra gérer de la destination multiple. La destination multiple à deux niveaux. Soit vous dites, par exemple, quand je numérise un document, à la fois je l'envoie, je sais pas, dans ma GED ou dans mon système, et à la fois je reçois une copie par email, ou j'envoie une copie par email à quelqu'un qui n'a pas accès à mon outil centralisé. Comme ça, j'arrive à faire de la diffusion multicanal très facilement. Soit en mode erreur, c'est-à-dire j'envoie par exemple à mon SharePoint, et puis si pour une raison ou pour une autre, mon serveur SharePoint il est en cacahuète et que j'arrive pas à envoyer le document, si OptimiDoc n'arrive pas à envoyer le document au serveur SharePoint, il vous l'enverra par email. L'intérêt, c'est que, un, vous soyez informé, bien sûr, qu'il y a une erreur, mais deux, vous avez le document fini, donc vous n'avez pas à refaire tout le processus de numérisation. Vous avez juste, quand votre serveur SharePoint est disponible, vous faites un drag and drop et puis vous remettez votre document fini dans votre serveur SharePoint comme vous souhaitiez le faire. Donc ça, c'est deux méthodes de travail qui sont assez pertinentes pour les gens qui travaillent du processus multiple. Donc vous voyez, par l'intermédiaire de ces workflows, on va vraiment avoir une capacité de capture de documents qui est assez aboutie. Alors, je vous ai fait quelques cas d'école derrière. Le premier cas d'école, c'est le travail collaboratif, par exemple. Moi, quelque chose qui est de plus en plus utilisé, que nous, on a commencé à utiliser chez Nudoc, qui est l'intégration avec du Teams.
Donc Teams, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'outil déjà Microsoft qui va remplacer Skype et qui intègre, en fait, qui agrège les différents outils Microsoft, hein, qui sont OneNote, qui sont SharePoint, qui sont un certain nombre de choses, plus des web services pour attaquer d'autres applications. Donc, si vous utilisez par exemple une application comme Trello pour faire votre gestion de projet ou votre gestion de tableau, eh bien, vous pouvez intégrer des connecteurs vers Trello. Donc, en fait, vous allez avoir au-dessus l'ensemble des outils que vous pouvez utiliser, que vous pouvez rajouter en fonction des choses que vous voulez travailler. Donc, le principe de Teams, c'est je crée un groupe d'utilisateurs, donc un groupe de travail. Et ces groupes de travail, je crée différents canaux et chaque canal pourrait être en gros les projets que les gens travaillent ensemble. Donc, nous, typiquement, avec l'équipe technique, on s'est séparé un peu les solutions, on travaille chacun dessus. Et l'idée, c'est de pouvoir chacun nourrir d'informations chacune des solutions. Comme ça, chacun des interlocuteurs peut rapidement trouver de l'info et on sait rapidement qu'elle est là. Et puis, si on doit travailler ensemble sur un projet, on peut se mélanger et travailler ensemble sur les mêmes documents, sur les mêmes infos. Et on a un point central pour accéder à toutes ces infos. Donc ça, c'est le principe de Teams. Et globalement, dans Teams, on peut partager des fichiers. Et pour partager ces fichiers, en fait, ce n'est jamais que des petits serveurs SharePoint qui sont mis en place. Donc globalement, si je lance l'outil Teams, je peux accéder à mes informations de cette manière-là. Par contre, j'ai synchronisé les fichiers avec mon PC. Ça veut dire que sur mon PC, j'ai une arborescence et j'ai toutes mes datas qui sont là. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec OptimiDoc pour faciliter l'utilisation de Teams à mes clients? Eh ben, c'est assez simple. Je vais pouvoir me connecter sur une machine. Je vais me rentrer mon login et mon mot de passe. Je me suis fait une connexion dans mon SharePoint, dans mon site SharePoint qui héberge mon groupe Teams. Derrière, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Un peu de manière classique, donc modifier potentiellement la manière dont je veux numériser le document. Là, je vais aller assez vite. Mais surtout, je vais pouvoir aller sélectionner les différentes bibliothèques de documents qui sont dans mon site SharePoint et qui correspondent à mes canaux de communication que j'ai mis dans Teams en place. Donc, ça veut dire que si on a besoin, pour une raison ou pour une autre, d'injecter un document qu'on a récupéré et de le mettre dans la solution, eh ben, l'utilisateur Teams va le faire sur son multifonction de la même manière qu'il l'aura fait sur son PC. Il n'aura pas à s'envoyer le document et à le reposer après dans ses bibliothèques Teams, il pourra le faire directement depuis son multifonction. Là, je vous le montre en numérisation, ça marche aussi en impression. Donc, s'il y a un document qui vous l'imprimer pour travailler dessus en réunion, par exemple, eh bien, il accède à son Teams, il imprime rapidement, il peut aller bosser directement à la réunion. Il peut faire ça depuis n'importe quelle multifonction qui est connectée chez lui. Donc, ça, c'est le côté capacité qu'on va pouvoir avoir de gérer des documents et de les envoyer dans Teams de manière assez simplement pour pouvoir correspondre exactement à la manière dont travaillent les utilisateurs de manière traditionnelle. Ce workflow là que j'ai mis en place, eh ben, en plus, je peux l'associer au groupe Teams. Donc, pour moi, c'est aux 3 personnes qui travaillent sur les solutions chez NewDoc, hein, d'un point de vue technique. Et dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que seuls ces 3 personnes voient ce workflow. Toutes les autres personnes de l'organisation ne voient pas ce workflow. Donc, ça permet non seulement de donner des droits qui vont permettre d'autoriser uniquement certaines personnes, mais en plus d'agrémenter le confort utilisateur, parce que l'utilisateur ne voit que les workflows dont il doit utiliser et il ne voit pas. On peut vite avoir une cinquantaine ou une centaine de workflows, hein, comme ça, dans des sociétés un peu conséquentes. Donc, ça permet à l'utilisateur de n'avoir que ces peut-être 5, 10, 15 workflows qui l'intéressent au panneau de contrôle de la machine. Autre petit processus, alors bon, les gens qui traitent du document sont assez familiers, c'est la gestion de classement automatique par l'intermédiaire de code à barre. Donc là, moi, j'ai pris l'exemple d'une facture dans laquelle on a, par un moyen ou par un autre, mis un code barre 2D. Mais vous pouvez imaginer tout type de documents chez vos clients, des devis, des bons de livraison, tout un tas de documents que les gens impriment sur lesquels ils arrivent à coller un code barre pour les identifier. Donc ce code barre, généralement, nous, il va nous servir à 2 choses. La première, c'est d'extraire des informations. Donc là, vous voyez par exemple que ce code barre inclut un certain nombre d'informations, dont le numéro de la facture, dont la date de la facture, dont le nom de la société. Alors, c'est un code barre qu'on a généré nous-mêmes pour les démos. Donc, on a mis des petits XY derrière pour dire qu'on pourra avoir plus d'informations que ça, bien sûr. Et puis, ce code barre aussi va servir de séparateur. C'est-à-dire que quand on va numériser un lot de factures, on va pouvoir savoir s'il y a des factures d'une page, de 2 pages, de 3 pages. Si le code barre est sur la première page de la facture, ou si c'est le même code barre sur les 3 pages d'une facture, par exemple, on saura au changement de code barre distinguer que c'est un nouveau document. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et là, je vais essayer de vous illustrer en même temps un peu le mode hot folder. Typiquement, moi, je vais recevoir ces documents de sources diverses. Ça peut être un système, par exemple. Je peux les recevoir par mail, je peux les recevoir par un autre moyen. Je vais les mettre directement dans un répertoire. OptimiDoc va scruter ce répertoire. Et puis, en fonction de ce répertoire, il va appliquer bien sûr les traitements qui vont bien. Et automatiquement, il va m'envoyer mon document.
Donc, moi, j'ai choisi de faire une classification par nom de client. Donc, comme j'ai récupéré le nom de client de mon code barre, je crée le répertoire qui va bien. Et puis, dedans, je vais nommer mon document en fonction du numéro de la facture. Et puis, j'ai mis des petites choses devant et derrière, pour dire que c'est une facture. Et puis, ça, c'est juste un eurodatage pour que j'ai la date, l'heure, minute précise à laquelle le document a été fait. J'ai accompagné ça d'un petit fichier de métadonnées, parce que derrière, ça pourrait très bien être traité par un système de gestion de facturation. Et dans ce fichier de métadonnées, alors que là est en CSV, ça pourrait être du XML ou du JSON, on va récupérer l'ensemble des métadonnées intéressantes. Donc là, moi, aujourd'hui, j'ai juste laissé la valeur de mon code barre. Donc, si l'outil a besoin de récupérer des valeurs là-dedans, il peut aller récupérer des valeurs là-dedans. Ce qu'on aura aussi, c'est le nombre de pages du document. Donc, l'application peut aussi vérifier que dans mon PDF, il y a bien une page, et là, il y a bien une page. Si j'avais marqué 3 pages là, qu'il n'y a qu'une page dans mon PDF, eh ben, l'application pourrait gérer une erreur et un retraitement de la facture. Donc voilà pour ce type de fonctionnement. On pourra faire aussi de la capture mobile. Et ça, c'est assez intéressant pour les clients qui ont de plus en plus de gens avec des tablettes ou des téléphones portables et qui ont des activités vastes et diverses, que ce soit en interne dans l'entreprise ou en externe de l'entreprise. Donc là, on va lancer la petite application mobile sur le téléphone. On s'authentifie. Là, j'ai remis l'authentification. Une fois qu'elle est mémorisée, bien sûr, on n'a pas besoin de se réauthentifier. L'application, un peu comme sur l'écran du MFP, on va pouvoir choisir le fait qu'on veut faire une numérisation. La numérisation, on a l'ensemble des processus accessibles par les applications mobiles et que l'utilisateur a le droit d'accès, bien sûr. Donc moi, j'ai choisi là d'envoyer dans OneDrive for Business, par exemple. Je vais pouvoir faire un certain nombre de saisies. Donc là, j'en ai mis qu'une, juste pour dire qu'on peut saisir une date, mais tous les champs que je vous ai parlé tout à l'heure, on pourrait les avoir directement sur l'écran de son mobile. Donc, on peut faire des choses assez sophistiquées directement depuis son téléphone portable, comme on pourrait le faire depuis un écran de MFP. Donc là, par exemple, je vais changer la date de mon document. Et puis, bien sûr, le côté plus intéressant, c'est que je vais ajouter une image. Donc, l'image, on peut avoir deux sources. Soit on est en live, c'est-à-dire on a le document en face de soi, on va vouloir le prendre, le numériser, on lance l'appareil photo. Soit on va travailler en mode décalé, parce que bien sûr, pour que l'application puisse envoyer les images OptimiDoc, il faut être connecté sur le réseau du client, ou que le serveur OptimiDoc soit visible sur Internet pour qu'on puisse s'y connecter avec le téléphone. Mais généralement, ce n'est pas le cas. On va plutôt y accéder en Wi-Fi directement depuis le réseau du client. Donc, si les numérisations se font en mode décalé, on peut toujours prendre des photos des documents quand on est chez le client, par exemple, et dès qu'on arrive au bureau ou dès qu'on arrive à un endroit qui est connecté au serveur, eh bien, on va envoyer les images. Si par contre on est en live, on peut directement lancer la caméra, et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Donc je lance, et là, j'ai simulé un document qui est des fiches d'intervention que nous on fait quand on fait des interventions avec nos partenaires ou nos clients. Et donc là, je vais prendre simplement le document en photo. Alors vous allez me dire, il n'est pas très doué, Frédéric, il a pris le document, il n'est pas très droit, il n'est pas très dexter avec son appareil photo. On voit même mes pieds en bas, là, vous voyez, j'ai pris la photo de manière très grossière, assez rapide. C'est en fait pour vous montrer la capacité qu'on peut avoir avec OptimiDoc de travailler avec ce type de photo derrière. Donc globalement, une fois que ma photo elle est prise, alors je pourrais en prendre plusieurs. Si j'avais 4, 5, 6, 7 documents, bien sûr, je peux continuer à prendre l'ensemble de mes documents. Là, je me suis arrêté à une. Et puis après, je vais faire l'envoi. Et l'envoi va arriver dans OptimiDoc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? OptimiDoc va directement détourer le document, redresser l'image et créer le document, l'image la plus propre possible qu'il va pouvoir créer en fonction de la manière dont a été prise la photo. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai fait la petite photo un peu décalée, prise un peu rapidement, pour vous montrer qu'OptimiDoc est capable de la redresser. Alors, je vais juste sortir du mode présentation pour vous lancer le PDF et pour vous montrer le résultat final. Donc, vous voyez, ça, c'est le vrai résultat qui est obtenu par OptimiDoc, avec bien sûr la capacité dedans de faire de l'OCR. Et même si ça a été redressé, on arrive à avoir une qualité d'OCR. Alors, je ne sais pas si j'ai laissé mon… Non, je n'ai pas mon notepad à côté. Bon, c'est pas grave. Vous avez vu, je peux faire du copier-coller. En fait, tout ça c'est du texte. Et tout ça, ça a été reconnu. Et on peut après réintégrer, réutiliser ça pour de l'indexation ou autre dans le document. Donc, l'idée, c'est que même à partir d'un appareil photo, on peut arriver à faire des processus de numérisation assez sympathiques avec OptimiDoc. Autre mode, la capture web. Donc là, c'est le système est un peu équivalent, c'est-à-dire que je vais avoir une petite console OptimiDoc. Donc, je me connecte avec un login et un mot de passe dessus. Donc, je me connecte en tant qu'utilisateur, qui sont mon login et mon mot de passe de mes identifiants réseau classiques.
Et donc là, je vais avoir un petit portail utilisateur, je vous le montrerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais j'aurai une zone dans laquelle je peux soumettre des documents. Donc, il suffit que je prenne des documents qui sont dans mon espace de travail et que je les drag and drop dessus. Donc, je pousse le document et puis après, pareil, je vais mettre X workflow à disposition et je vais pouvoir les soumettre. Dans le cas de la soumission web, je ne peux pas répondre à des questions. Donc, c'est vraiment un processus direct qu'on doit mettre en place derrière qui va envoyer le document quelque part et faire des traitements en tâche de fond, mais on ne posera pas de questions à l'utilisateur. Donc là, je vous disais pareil, tous les environnements qui sont aujourd'hui un peu virtualisés, un peu webifiés, c'est généralement des outils que les clients aiment bien. Enfin, on pourra faire aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut, dans OptimiDoc, vous pouvez numériser depuis un MFP et permettre à l'utilisateur de récupérer ce document. C'est-à-dire qu'on ne va pas le numériser et l'envoyer dans un dossier, on ne va pas le numériser et l'envoyer dans un email. On le numérise, le serveur OptimiDoc le met en rétention sur le serveur et avec votre console, vous le voyez apparaître, vous pouvez cliquer dessus et vous allez télécharger le document et après, vous faites ce que vous avez à faire avec. Donc, c'est aussi un autre moyen d'utiliser la console web et de numériser les documents avec un processus qui est from le MFP, par exemple, vers la console web, et qui pourrait être aussi depuis le téléphone portable vers la console web, etc. etc. On peut tout mélanger. Donc voilà, je ne vous ai pas tout dit, j'essaie de faire un peu quand même de choses éclectiques pour que vous voyez qu'il n'y avait pas qu'une possibilité de numériser dans OptimiDoc, mais c'est vraiment un outil qui va être très très large pour gérer des workflows et des processus de traitement client. Rapidement, les interfaces sur les MFP, il y a deux choses particulières en OptimiDoc, c'est probablement qu'elles sont assez personnalisables. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous notez pendant le fil de la présentation, mais globalement, on a dans OptimiDoc la possibilité de changer les icônes. Vous voyez, j'ai mis mon petit logo, là j'ai mis l'oiseau NuDoc. J'aurais pu mettre n'importe quelle image à l'intérieur qui représente ma société, celle du client, la vôtre, un petit texte que vous transformez en une image que vous mettez dessus. Donc, vous faites assez créatif. Et là, vous pouvez mettre un certain nombre d'informations et au-dessus, vous pouvez mettre le logo de votre société ou de la société de votre client. Donc ça, c'est le côté un peu sympa. Et on va aussi changer les couleurs. C'est-à-dire que moi, j'ai mis le bleu NuDoc. Vous auriez pu mettre rouge, vert, jaune, la couleur que vous voulez. Vous pouvez la personnaliser, rentrer les codes couleurs pour personnaliser vraiment l'interface, soit à votre image, soit à l'image du client, soit à l'image de ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est un point déjà important, c'est qu'on va humaniser un petit peu, personnaliser un peu l'interface. Après, cette interface, elle devait être dite intelligente. Alors, intelligente, c'est un mot qu'on utilise beaucoup maintenant en informatique, avec l'intelligence artificielle notamment. Mais là, le concept de l'intelligence d'OptimiDoc, c'est de se dire comment on va rendre l'usage de la solution la plus facile à l'utilisateur. Globalement, quand des gens mettent une solution complète OptimiDoc Server avec la gestion de l'impression, la gestion de la numérisation, ils vont faire énormément de tâches au travers d'OptimiDoc. Et pas forcément, ils utiliseront bien sûr les fonctions du copier pour faire de la copie, du fax ou d'autres traitements, mais on va dire peut-être qu'à 50, 60, 70, 90% du temps, quand ils vont aller sur le multifonction, c'est pour utiliser OptimiDoc. Donc la première chose qu'on pourra faire déjà, c'est quand je m'authentifie, je lance automatiquement l'application OptimiDoc. Alors après, les intégrations peuvent un peu différer en fonction des constructeurs, mais l'idée, c'est d'avoir sa solution OptimiDoc sous la main rapidement, parce que c'est celle que j'utilise le plus souvent. Ensuite, on va imaginer deux scénarios. Le premier scénario, c'est j'ai des documents en attente. Donc, j'ai fait fichier imprimé, document traditionnel, et j'ai imprimé des documents. Donc, ces documents, je les attends. Donc, on suppose que quand l'utilisateur il va arriver devant son multifonction et qu'il va s'identifier, c'est pour imprimer ces documents. Donc là, il se log, il rentre son petit mot de passe ou son badge s'il avait un badge, et on va automatiquement lui présenter les documents qu'il a imprimés. Après, il les imprime pas, entre guillemets, c'est son problème, mais en tout cas, s'il veut, il peut directement les imprimer. S'il a besoin d'accéder aux fonctions de numérisation, il ira dans le petit menu à droite, un peu comme sur un téléphone ou sur une appli web. Il ira, alors après, ça dépend de la présentation, dépendra bien sûr des constructeurs, des tailles des écrans. Là, je vous montre des copies d'écran que j'ai fait sur une petite imprimante A4 d'un constructeur. Donc, il y a un petit écran. C'est aussi pour vous montrer qu'on peut intégrer dans différents types d'interfaces, de tailles d'interface. Et derrière, on va aller chercher la numérisation et l'utilisateur va pouvoir aller faire sa numérisation qu'il a envie de faire. Donc là, on est vraiment dans le cas, on va essayer de se comporter en fonction de ce que fait l'utilisateur ou souhaite faire l'utilisateur sur la machine. Maintenant, imaginez que votre utilisateur n'ait pas de document en attente. Donc le mode intelligence, ça va permettre quoi? Ça va permettre que quand l'utilisateur s'authentifie, on dit qu'il n'a pas soumis de job, donc on va dire que globalement, il va numériser. Donc automatiquement, quand il se connecte, on lui présente l'interface de numérisation. Donc l'idée, on ne va plus lui présenter les interfaces de base d'impression avec de devoir aller dans le menu pour aller chercher sa partie scan. Il pourra numériser directement depuis là. Vous pourriez imaginer aussi une chose un peu différente,
c'est qu'il a quand même soumis les documents. Et ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va répondre oui pour imprimer tous les documents quand il va être devant l'interface du MFP. Quand il va répondre oui et qu'il va se loguer, et ben le MFP, enfin Optimidoc, va imprimer l'ensemble des documents et va commuter directement sur la partie interface de numérisation comme ça. Parce que comme il a imprimé tous ces documents, on suppose qu'il n'a plus besoin dans la fonction d'impression, donc il va aller potentiellement numériser s'il veut continuer à faire quelque chose derrière. Bien sûr, s'il ne veut rien faire, il se déconnecte et il part faire autre chose. Donc ça, c'est le mode intelligent d'Optimidoc. Mais après, vous pouvez définir de manière plus directive, est-ce que c'est la numérisation qui est par défaut ou est-ce que c'est l'impression qui est par défaut? Et à ce moment-là, dès que la personne connecte, eh bien, il aura l'interface par défaut que vous aurez décidé. Donc voilà, donc c'était un peu pour vous illustrer aussi les capacités de personnalisation et de prise en compte des environnements utilisateurs pour toujours pareil, tendre à faciliter un peu la vie à tous ces gens qui, c'est pas forcément toujours très dexter d'être devant son MFP et d'avoir plein de choses à faire dessus. Alors ensuite, on va partir dans les fonctions un peu plus généralistes d'Optimidoc. Alors j'ai vu que j'ai pas mal de questions, mais j'arrive pas à présenter, à lire les questions en même temps, donc je les lirai après quand j'aurai fini la présentation. On va avoir plusieurs manières de faire des rapports dans Optimidoc. C'est aussi un des critères qui nous ont assez agréablement surpris dans la solution, c'est que vous allez déjà avoir du rapport que je vais appeler plutôt en ligne, que vous allez plutôt consulter pour faire de l'analyse assez rapide avec une représentation assez graphique. Je n'ai pas mis toutes les pages, hein. Les pages sur le web sont un peu plus basses hein, dans le navigateur. C'est simplement pour vous illustrer. Vous voyez, on a des informations un peu graphiques. Moi, j'aime bien celle-là, typiquement, qui sépare l'impression de la copie de la numérisation. Autant il y a quelques années, on était très focus à 4 à 3, recto, recto, verso. Alors, on l'est toujours hein, pour les raisons de politique d'impression et de choix d'équipement. Donc, il faut toujours avoir ces ratios en tête. Mais aujourd'hui, un des sujets, c'est quand même la démat hein, chez les clients. Et d'avoir ces indicateurs-là assez rapidement, ça permet de voir un peu comment on se comporte dans l'entreprise. Donc, ça, c'est assez sympathique de savoir si on numérise pas beaucoup, par exemple. Je pense que les sociétés doivent se poser des questions et c'est de réfléchir à comment ils peuvent améliorer l'usage de leur équipement hein, et les processus internes chez eux. Donc, on va voir ça. On a des petits filtres. Alors, je ne les ai pas forcément mis en exergue. Donc, pas des petits filtres. On peut notamment changer la période hein, sur laquelle vous voulez mesurer. Est-ce que c'est les 6 derniers mois, les 3 derniers mois, le mois de mars, d'avril? Enfin, faites un peu ce que vous voulez en termes de date. Vous pouvez filtrer aussi en fonction des utilisateurs, des services, etc. Donc là, on a un aperçu global. On peut avoir des statistiques un peu plus fines par utilisateur et par service. On peut en avoir par périphérique et emplacement des périphériques. On peut en avoir par projet. On peut en avoir par type de document et normalement taille de document. Donc, vous savez, les grosses consommations de documents, que ce soit en scan, en print ou en copie. On peut assez déterminer, voir qui sont les gros consommateurs, hein, les gros documents à traiter et d'avoir les actions adéquates derrière. Et puis, si vous voulez exporter tout ça, bien sûr, vous pouvez exporter tout ça en ligne et puis avoir vos propres Excel pour travailler sur vos propres Excel. Je vous montrerai juste après, on peut aussi télécharger un outil pré-mâché Excel pour faire du rapport et j'en parle dans 2 slides derrière. Si besoin, on peut aussi programmer l'export de rapport. Vous allez pouvoir vous programmer, vous dire, alors c'est du rapport mensuel dans Optimidoc, tous les mois, à telle date du mois, je vais exporter un rapport et ce rapport, je pourrais mettre un certain filtre, par exemple par service, et je pourrais dire à qui je l'envoie. Donc nous, les grands classiques, c'est il y a un service, on l'envoie au responsable ou à l'assistante du service qui peut après présenter ça, débattre ça en interne pour travailler un peu, sensibiliser sur les usages. Donc ça, c'est les choses qui peuvent être faites en export de données. Et puis, on va avoir ce fameux fichier Excel que je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce fameux fichier Excel qu'on peut télécharger, le côté sympathique, c'est qu'il va permettre de assez facilement à un client construire son tableau de bord. Alors moi, je ne sais pas quelles sont vos expériences clients que vous avez par rapport aux data et aux rapports. Nous, on a beaucoup de clients qui nous demandent de faire du rapport, qui veulent du rapport personnalisé. Et quand ils mesurent l'effort qu'il faut faire pour avoir du rapport personnalisé, soit ils abandonnent, soit ils ne veulent pas payer les prestations de service parce que les prestations de service ne se payent pas. Et ils n'ont pas forcément des outils de BI hein, en interne, des business objects ou des Power BI et autres, et surtout des gens assez experts pour être capables de faire les rapports personnalisés. Donc souvent, on reste un peu au milieu du gué, on reste avec les fichiers Excel, et finalement, peu à peu, certains clients même abandonnent même l'idée de faire des pilotages fins et de faire du reporting de données. Donc là, dans Optimidoc, on a ce petit outil. Alors, je vais requitter encore une fois l'espace de présentation et je vais vous lancer. Alors, il faut que j'arrive à lancer automatiquement le fichier. Laissez-moi une petite seconde. Je lance l'Excel qui arrive. J'active les macros, voilà. Et vous allez avoir un Excel comme ça.
Donc, il sera encapsulé dans la présentation, donc vous pourrez un peu jouer avec. Nous, c'est des données qu'on a sur notre serveur de test, donc ce n'est pas forcément des données représentatives clients, mais ça vous donne un peu le fonctionnel de la solution. Donc, l'idée, c'est qu'on peut aller depuis son serveur OptimiDoc récupérer les données. Donc, à un moment donné, depuis l'Excel, vous donnez les informations qui vont bien, les dates qui vont bien, vous récupérez toute la data. Et une fois que la data est récupérée, donc vous l'avez en format tableau si vous le souhaitez, et le côté sympa, c'est que vous l'avez en format présentation automatique. Et vous pourrez vous créer vos petits rapports. Donc, vous avez là le tableau de pilotage. Et si vous allez aller voir les filtres, eh ben, les filtres, c'est jamais entre guillemets que des pivots qui ont été présentés. Et si vous voulez être un peu sélectif par rapport à ce que vous faites, vous pouvez être sélectif là. Si vous voulez un rapport, par exemple, que par rapport à une machine, eh ben, automatiquement, vous allez pouvoir voir par rapport à cette machine quel en a été l'usage. Et vous voyez un peu le type de choses qui sont proposées. Et puis, bien sûr, comme là, on a une vision globale, on l'a après décliné en fonction des utilisateurs. Vous voyez là, comme si j'ai pris qu'un service, j'ai service que l'utilisateur. Si j'efface le filtre, hop, eh ben, je vais avoir l'ensemble de mes utilisateurs que j'ai mis derrière. Pareil pour les équipements, les emplacements. Si on fait de la facturation en mode projet, que je n'ai pas forcément présenté dans la solution, mais on peut le faire aussi, on aura en fonction des codes projet qui sont faits. Et on aura aussi en fonction des dates où on pourra avoir un certain nombre de choses. Donc voilà, je ne vais pas le plus dans le détail, vous pourrez l'observer si vous voulez regarder. Mais ça peut vous aussi vous permettre en tant que partenaire, quand vous faites des comités de pilotage réguliers avec un client, de récupérer ces datas. Attendez, excusez-moi, je lance deux fois le même document. Mais ça peut vous permettre, vous, d'avoir un outil un peu simple pour faire de l'analyse fine de données et de faire un comité de pilotage un peu sympa avec des petits tableaux, des choses comme ça que vous pouvez montrer au client. Le seul point, c'est que là, comme c'est du on-premise, il faut être chez le client pour récupérer les datas. Donc, soit le client les récupère et vous les envoie, soit un de vos techniciens, par exemple, les récupère quand il fait une visite sur le site. Autre petit sujet, alors assez rapidement, c'est le suivi des équipements. Vous, généralement, vous n'en avez pas besoin parce que vous avez vos propres routines, monitoring, des CAPAX, des FM Audit ou des outils comme ça qui vous permettent de suivre les équipements. Donc, peu d'intérêt pour vous. Potentiellement un intérêt pour les clients qui sont plutôt encore dans un mode transactionnel et qui ne sont pas passés en contractuel ou qui ont besoin d'avoir un peu de data en interne chez eux. Donc, globalement, si on suit les équipements, c'est du SNMP. Dessous, ça gère le SNMP V1, V2, V3, suivant les niveaux de sécurité des clients. On pourra voir, vous voyez, l'état des machines. On pourra avoir un peu d'informations sur les niveaux de consommables, par exemple sur les remplissages de papier, des choses comme ça. Et puis, on pourra avoir aussi des alertes. On pourra être alerté en fonction de certains niveaux de consommables ou d'état de périphérique. Et on reçoit bien sûr des alertes par email. Donc, je ne vais pas plus loin par rapport à cette fonctionnalité. Elle existe. Ce n'est pas pour ça qu'on achète OptimiDoc, bien sûr. Mais bon, ça peut rendre service à quelques clients. Enfin, pour piloter tout ça, et c'est aussi un peu ce que je voulais montrer par rapport à ce que je vous disais au départ, on a une solution simple à gérer. Globalement, vous avez une solution qui est full web. Vous vous connectez dessus avec votre navigateur favori, login, mot de passe, et après vous y accédez. Si vous êtes administrateur, comme c'est le cas de la personne qui s'est connectée là-dessus, on a plein de menus, et on va pouvoir naviguer dans ces menus et on va pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Alors pour les gens qui configurent les multifonctions, typiquement, on a sa liste de multifonctions qu'on a ajoutées. On clique, on a rapidement les paramètres qu'on peut aller gérer. On est vraiment dans un mode web avec pas mal de menus. Vous voyez, par exemple, le menu intelligent que je vous parlais tout à l'heure, c'est là en bas qu'on le règle. Si j'avais cliqué là, j'aurais toutes les autres possibilités. Bien sûr, on sauvegarde. Une fois qu'on a fait ces configurations, typiquement, il suffit qu'on fasse installer. Ça injecte directement la configuration dans la machine. Donc, vous avez 0 intervention physique à faire sur la machine quand vous déployez une machine. Tout se fait depuis la console. Et si vous avez 30 machines à déployer, une fois que vous en avez configuré une, vous pouvez dire installation sur des périphériques identiques. Donc, après, vous donnez la liste de vos machines et ça déploie la solution sur 10, 15, 20, 30 machines s'il faut la déployer sur 30 machines. Donc, c'est dans ce concept-là, en termes d'usage et d'outils qui sont mis à l'intérieur, des trucs qui sont assez sympas pour piloter l'ensemble de la solution. Et enfin, il y a une console utilisateur, que je vous ai un tout petit peu dévoilé quand je vous ai montré la partie capture. Donc là, pareil, même console, même URL, on se connecte, login, mot de passe, on est utilisateur, on a accès à moins de trucs. Et là, typiquement, l'utilisateur, vous voyez, il peut modifier son mot de passe, il peut afficher son code PIN s'il l'a oublié, etc., etc. Il peut soumettre ses documents. Il pourra aussi avoir ses propres rapports. C'est-à-dire qu'il pourra, lui, s'auto-évaluer s'il veut s'auto-évaluer ou suivre ses documents. Donc, il a à la fois sa liste des documents, il peut prévisualiser aussi les documents qu'il aurait imprimés ou en attente d'impression, il peut les supprimer aussi.
il peut avoir un peu les mêmes statistiques qu'à l'administrateur en ligne, mais réservées à son utilisateur. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas aller voir les stats des autres, bien sûr, il ne verra que les siennes, mais il peut aussi avoir une petite représentation graphique de ce qu'il a utilisé, si tant est que ça peut lui être utile, hein, ou qu'il ait envie d'aller dans les voir. Moi, ce que j'aime bien dans ces outils-là, c'est que ce n'est pas un gérant, vous le dites à l'utilisateur, il va le voir tant mieux, il ne va pas le voir tant pis, mais au moins vous avez les moyens de lui communiquer. Donc voilà en gros pour les rapides tours d'horizon de la solution. Je vais juste finir la présentation avant de prendre les questions. Globalement, il y a 5 constructeurs aujourd'hui qui sont supportés en standard dans OptimiDoc, hein, qui sont par ordre alphabétique Epson, HP, Konica Minolta et Xerox. Et Ricoh arrive normalement courant du fin de premier semestre. J'ai mis courant 2020 pour ne pas être menteur, on va dire. C'est quelque chose qui est en cours de développement et qui devrait arriver rapidement. Il y a forcément toujours des petites différences fonctionnelles et techniques entre les différents constructeurs en fonction de l'équipe de développement. Donc là, c'est pareil, je vous ai encapsulé dans la présentation un document qui vous donne les différences d'implémentation entre chacun des constructeurs. Donc, vous pourrez aller voir s'il y a des fonctionnalités qui ne seraient pas supportées, par exemple. Et puis enfin, si vous avez juste besoin de faire du pool printing sur des systèmes qui ne sont pas supportés en embarqué, comme c'est un peu classique, on peut mettre un boîtier externe. Et là, on fait juste de la libération, on libère tous les documents. Donc voilà, c'est vraiment assez spécifique, c'est assez rare qu'on mette ça chez les clients, mais enfin, s'il y avait besoin, en tout cas, on pouvait le faire avec. Prérequis assez classique, c'est une solution qui est très Microsoft, hein, donc on supporte les environnements Windows en serveur, des bases de données Microsoft. Bien sûr, on peut imprimer depuis des Mac, des Linux, j'en passe et des meilleurs. Hein. Tout ce qui s'est imprimé, entre guillemets, on peut imprimer avec sans aucun souci. Par contre, toute la partie serveur, elle, est hébergée sur des environnements Windows. Et puis, bon, je vous ai mis des recommandations CPU. Bon, c'est un peu traditionnel aussi comme recommandation. Après, ce qu'il faut juste avoir conscience, c'est quand on va faire de l'OCR ou du traitement d'image. Donc, tous ces outils-là sont très consommateurs de ressources. Donc, ça va dépendre, bien sûr, de la quantité de documents que le client veut traiter. Et ça va nous demander à quelle rapidité aussi il veut qu'elle se soit traitée. Donc, la puissance, après, va surtout évoluer en fonction du traitement des documents dans la solution. Je ne vais pas aller dans le détail des architectures, mais simplement pour vous dire qu'on peut avoir une architecture extrêmement simple. Un serveur, on installe tout dessus et c'est terminé. On peut avoir des architectures avec des sites distants, avec ou sans serveur d'impression. La numérisation est toujours centralisée sur le serveur OptimiDoc central, le serveur principal. Et puis, pour des clients qui auraient une considération sur la partie haute dispo, par exemple, on peut mettre de la solution haute dispo en place. Pareil, je ne vais pas en détailler là, sachez simplement que ça existe et s'il y a besoin, posez-nous des questions. Pour être quasiment à la fin, le mode de licence, en fait, il existe en achat ou en souscription. 99% des ventes, je pense, vont être faites en achat. Et si vous avez un client qui veut passer en mode souscription, c'est-à-dire qu'il ne veut pas investir tout de suite dans la solution, qui veut souscrire à la solution, c'est possible. Le pivot de rentabilité, c'est 2 ans à peu près. C'est qu'au-delà de 2 ans, c'est globalement moins cher d'acheter que de souscrire. Et par contre, ça peut être utile. Par exemple, pour des gens qui veulent mettre une solution temporaire, je pense moi à des demandes que j'ai eues dans le passé d'événementiel, des gens qui voulaient mettre une solution pour un événementiel pendant 2 mois ou 1 mois. Je ne savais pas leur vendre une solution pour 1 mois. Et bien là, on pourra le faire si c'était nécessaire. Ensuite, le mode de licence, il est le suivant, c'est-à-dire que par défaut, il faut toujours acquérir une licence serveur. Cette licence serveur, elle est donc pour un serveur. Si vous avez 5 serveurs qu'on fait de la haute disponibilité, il faut 5 licences, bien sûr. Hein. Et généralement, ce sera sur un serveur qui inclut, je vais vous détailler un petit peu ce qu'on appelle une licence MFP complète. Donc, vous pouvez déjà intégrer MFP à l'intérieur, une imprimante réseau si vous voulez suivre une imprimante réseau, et la capacité de gérer jusqu'à 500 pages par mois d'OCR. Ensuite, on va pouvoir ajouter des add-ons en fonction de la taille du parc et de ce qu'on veut faire. Donc, si vous voulez gérer fonction de scan et fonction de print, c'est des licences qu'on appelle MFP complètes. D'accord ? Vous en ajoutez autant que d'MFP. Si par contre, vous êtes dans des cas de figure où vous voulez gérer que la partie impression, eh bien, il y a des licences qui font que la partie impression. Si vous voulez faire du scan, eh bien, des licences qui font que la partie scan. Et si vous avez des imprimantes réseau à suivre, eh bien, on peut, donc des imprimantes, vous faites de l'impression directe, globalement, on ne fait pas de rétention. Il y a des licences qui sont bien sûr beaucoup moins chères, et il y a des licences qui sont par imprimante réseau. Enfin, si vous avez des clients qui ont des besoins d'ossérisation plus importantes, eh bien, on doit varier la volumétrie mensuelle
qui va être capable d'être géré d'un point de vue ossérisation. Hein. Donc là, après, ça dépend. Il faut qualifier un peu chez le client ses besoins de numérisation et puis on ajuste la capacité d'OCR. Voilà. Toutes les licences sont livrées avec un an de maintenance, puis après, vous rajoutez 1, 2, 3, 4 ans en fonction de la durée que vous voulez que le client veut. Donc j'en ai terminé par rapport à la partie présentation. Donc là, je vais prendre les questions, je vais lire les quelques questions qui m'ont été posées et puis je vais répondre et puis vous pouvez en poser d'autres en parallèle. Sachez que nous, après, dans la partie engagement avec vous, ben, on est à votre écoute. Hein. N'hésitez pas à nous solliciter, voir jusqu'où vous voulez avec ce type de solution, si elle peut vous intéresser dans votre portfolio. Si vous souhaitez mettre en face des phases d'évaluation pour vous en interne, si vous avez des questions particulières. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Bien sûr, nous, on vous rappellera aussi de notre côté. Et puis, si vous avez pareil des idées ou des projets, etc., n'hésitez pas à nous solliciter. Donc, si